Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter les transformations et les difficultés du capitalisme. Pour mieux comprendre le sujet, nous commencerons par un résumé, ensuite nous analyserons deux sources iconographiques ainsi qu'un texte. Pour terminer, nous conclurons en faisant des liens avec l'actualité. Le capitalisme est un système économique qui prône la libre concurrence entre les entreprises et qui laisse les entreprises s'occuper de leur production sans que l'État interfère. Ce système avait pour but d'assurer la richesse des entrepreneurs et de garder les prix des produits favorables pour les consommateurs. Mais lorsque le pays est en crise, comme lors de la Grande Dépression, la croissance économique est interrompue car la surproduction, les progrès de la technologie et la concurrence contribuent à la baisse des prix, ce qui ne devient plus rentable. Suite à cet événement, pour éliminer la concurrence, les théoriciens libéraux trouvent deux solutions. Abandonner le libre-échange et concentrer les entreprises. Abandonner le libre-échange consisterait à instaurer des taxes douanières sur certains produits pour faire bénéficier le budget fédéral et rendre plus accessibles les produits locaux. La concentration d'entreprises serait la fusion de plusieurs entreprises, c'est-à-dire former des trusts, pour avoir un pouvoir assez important afin de fixer les règles de production et vente soi-même. Ces trusts vont contrôler la majorité des industries américaines et auront aussi un grand succès en Allemagne. La Grande Dépression, qui s'est déroulée depuis 1873 à 1895, désigne une crise économique des pays développés. Cette crise a amené une diminution du profit et des prix, la faillite de banques importantes et à une hausse du chômage. L'agriculture a été fortement impactée par cette crise car il y a eu de nouveaux producteurs, notamment les États-Unis, l'Argentine ou encore l'Australie, qui peuvent vendre moins cher comparé aux producteurs européens. Ceci est dû aux vastes terrains, aux nouvelles machines et à leur main-d'œuvre plus avantageuse. De plus, il y a eu la découverte des engrais chimiques et de nouvelles machines mises en place pour faciliter l'agriculture. Ce nouveau import crée un déséquilibre en Europe car l'offre dépasse la demande. Par conséquent, les prix sont beaucoup plus bas que ce qu'ils doivent être. Pour régler ce problème, les pays européens mettent en place des taxes sur les produits importés d'ailleurs pour qu'ils reviennent plus chers. Sur la photo de gauche, c'est une critique du capitalisme, car chaque étage est supporté par le dessous, sauf les plus pauvres, qui se situent tout en bas et qui supportent tout le monde, mais que personne supporte en retour. Passons maintenant à l'analyse. Cette première source de Jean-Pierre Rioux nous montre la progression de la révolution industrielle de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et des États-Unis entre 1840 et 1880. On peut tout d'abord remarquer que la Grande-Bretagne est le pays avec l'évolution la plus frappante. On le voit par exemple avec les filets de coton, où l'on passe de 588 millions de livres récoltés en 1850 à 1101 millions en 1870. Nous pouvons également bien le voir avec les récoltes de fonte, qui passent de 1400 milliers de tonnes en 1840 à 380 milliers de tonnes en 1860. On a ici une évolution de 2400 milliers de tonnes pour la Grande-Bretagne, alors que celle de l'Allemagne, par exemple, n'augmente que de 330 milliers de tonnes pour arriver à un total maximal de 500 milliers de tonnes, ce qui reste largement moins important que les trois autres pays. Cette grande évolution britannique a en partie été possible grâce aux nombreuses ressources variées en provenance de ces colonies qui disposaient de terrains exploitables, mais également car certaines ressources telles que l'houille, très importante pour la production d'énergie, avaient ses principales ressources en Grande-Bretagne. Ensuite, la plus grosse évolution générale, on peut surtout la voir sur les machines installées et on peut expliquer ça par le fait que grâce au perfectionnement des techniques financières qui ont rendu l'argent plus disponible, le rythme de développement a pu grandement évoluer et ensuite, grâce à toutes ces extractions de matières premières et grâce à cet argent, on a pu fabriquer et installer des machines ainsi que des voies de chemin de fer, ce qui de fil en aiguille nous a amenés aux échanges internationaux. Sur cette deuxième source, nous pouvons observer une carte de la France urbaine en 1870 et ses principales régions industrielles. Nous pouvons constater que ces régions industrielles se trouvent principalement dans le nord et le nord-est de la France. La raison est qu'en ces années, les principales sources de charbon en France se situent dans le nord-est et cette partie se développe donc beaucoup plus rapidement que le reste du pays. Nous pouvons également observer une très grande évolution du réseau ferroviaire, comme vu dans la source précédente, grâce au rythme d'extraction de matières premières et donc de développement.
Ces voies de chemin de fer permettent également aux gens d'aller travailler justement dans les endroits exploitables de la France, et c'est également cela qui explique le nombre beaucoup plus important d'habitants dans les principales régions industrielles de la France, comme ici Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Mulhouse ou encore Rouen. On peut constater que la partie centrale de la France est plutôt vide et que si les gens n'habitent pas dans ces régions industrielles, ils habitent proche de la mer vers Bordeaux, Toulouse ou encore Marseille pour être à proximité des zones portuaires et donc de potentielles nouvelles activités intéressantes. Dans cette dernière source de David Ricardo, le thème des bienfaits du libre-échange est abordé. Elle date de 1817, c'est donc une période où ce libre-échange était vraiment valorisé. C'était du coup avant toutes les crises et la Grande Dépression qui mèneront à l'abandon de ce libre-échange. L'auteur nous explique que dans un système où le commerce est complètement libre entre les États, chaque pays gère son capital et son industrie de la manière la plus utile, donc pour que ça leur amène un maximum de bénéfices. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en encourageant cette industrie libre et dynamique entre les États et en profitant au maximum des bienfaits de la nature, donc de toutes les matières premières disponibles qui permettent de créer des voies ferrées, des bateaux ou simplement de la matière première telle que la nourriture, on arrive à avoir une économie plus importante grâce à tout ce travail et ces transports de marchandises. D'ailleurs, David Ricardo nous dit que la masse générale de tous les produits distribués répandent le bien entre toutes les nations, car tous les endroits du monde liés entre eux par des relations amicales ou par des intérêts communs peuvent bénéficier des bonnes choses de chaque pays. Par exemple, du vin de France ou du Portugal, du blé des États-Unis ou de la Pologne, ou encore de la quincaillerie et d'autres articles d'Angleterre. Eh bien, tous ces produits sont grâce au libre-échange profitable dans plein d'endroits du monde. Ce libre-échange est donc une très bonne chose pour le capital de chacun des pays, car ils se font de l'argent tout en profitant de la marchandise de leurs voisins. Le capitalisme est toujours très controversé. En effet, nous avons vécu plusieurs épisodes qui nous montrent les problèmes liés au capitalisme, comme avec la Grande Dépression en 1930 qui a été vraiment traumatisante, ou encore la crise économique de 2008. Cette crise a commencé aux États-Unis. Les banques prêtaient de l'argent à des personnes pour payer leur logement qui n'était pas solvable d'un taux d'intérêt préférentiel, mais d'un taux moins élevé qui se nomme subprimes. Les biens achetés augmentaient à cause du prix immobilier et donc les banques permettaient aux emprunteurs de se réendetter pour pouvoir continuer de payer leurs biens. Les banques ont donc conclu avec les emprunteurs que s'ils ne pouvaient pas payer, la maison serait hypothéquée, dans l'idée que les prix immobiliers pouvaient que augmenter. Beaucoup de personnes n'ont pas pu payer, le prix de l'immobilier a chuté, les banques ont donc accumulé beaucoup de pertes. Au début, cela touchait que les États-Unis. Mais les banques américaines avaient créé des paquets de créances, CDO, où ils avaient regroupé les hypothèques et les avaient négociées à des banques européennes. Après cette petite crise, les banques européennes ont voulu vendre leurs investissements, mais étant donné que ces hypothèques se sont trouvées dans beaucoup de banques, elles n'ont jamais pu être vendues. Il y a donc eu un négoce interbancaire qui n'a pas été concluant. Après cela, les banques ne se sont plus faites confiance et elles se prêtaient plus d'argent. Les banques centrales ont dû recréer des billets, ce qui a fait plonger la bourse. Les épargnants se sont rués pour retirer leur argent des banques, ce qui a créé la faillite de plusieurs d'entre elles. L'État a donc dû donner beaucoup d'argent pour que la crise se stabilise. Aujourd'hui, nous pouvons constater des similitudes avec la crise de Crédit Suisse. C'est l'une des banques les plus importantes de Suisse, car elle est implantée partout dans le monde. Elle est donc très influente dans le monde boursier. Depuis plusieurs années, Crédit Suisse se retrouve dans beaucoup d'affaires de blanchiment. Il y a aussi beaucoup de changements de PDG, ce qui crée une instabilité de la banque. En mars, la Silicon Valley Bank fait faillite et met Crédit Suisse dans une position délicate. Quand elle a commencé à faire faillite, l'action de Crédit Suisse a énormément baissé. L'un des plus grands investisseurs qui détient le Saudi National Bank ne voulait plus aider la banque suisse. Les autres investisseurs ont donc vendu leurs actions, ce qui a créé un trou financier. UBS a donc décidé de racheter Crédit Suisse, ce qui a pu éviter une crise financière en Suisse. Pour conclure notre thème, on peut constater qu'à peu près tous les 10 ans, il y a une nouvelle crise financière qui met toute la finance mondiale au plus bas. Cela crée des problèmes de solvabilité dans les banques, mais aussi une inflation qui touche toute la terre entière. Il faudrait trouver un autre système économique pour remplacer le capitalisme qui ne tient plus qu'à un fil.